ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la partie de notre tutoriel qui portait sur l'effet skeleton. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'effet skeleton, je vous demanderai de bien vouloir regarder la partie 1 de cette vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment utiliser cela avec une requête API REST que nous allons consommer grâce au package HTTP et le service JSON Placeholder. Et enfin, j'aurai une annonce à faire en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Comme je le disais en introduction, nous allons utiliser le package HTTP qui est disponible sur le site pub.dev qui va permettre d'émettre et de recevoir les requêtes de nos différents API. En ce qui concerne le service qui va nous fournir les requêtes dont nous avons besoin, nous allons utiliser le site JSON Placeholder qui nous permet d'envoyer et de recevoir des données via une API REST. C'est totalement gratuit et le lien sera en description. Pour notre cas, nous allons nous attarder sur la requête du type GET qui nous permet de recevoir les 5 premiers posts d'une personne, par exemple. Donc, si je clique sur ce lien, vous verrez les 100 posts en question vont apparaître juste là. Alors, pour ceux qui sont curieux de savoir ce à quoi va ressembler ce que nous allons réaliser aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite démonstration. Je pense qu'au côté utilisateur, vous êtes d'accord avec moi que c'est mieux d'avoir ceci qu'un simple cercle qui tourne indiquant l'arrivée des données. Contrairement aux autres vidéos, dans celle-ci, je vais plus prendre du temps pour les explications pour que tout le monde puisse comprendre. L'essentiel, il est là pour moi. Le code, il est là, il est déjà écrit. Je vais juste vous l'expliquer. Donc, déjà, dans un premier temps, nous allons installer le package HTTP. Bon, il est déjà installé, mais je vous montre juste la procédure. Donc, vous allez au niveau de pubspec.yaml et vous le mettez. Bon, là j'ai la version 0.12.0. Ça, c'était au moment où j'écrivais le code. Bon, ça ne dérange pas. Vous pouvez directement mettre la dernière version là et il n'y aura pas de souci. Au niveau du dossier lib, nous avons 3 sous-dossiers: Screen, Services and Utils. En ce qui concerne le dossier Screen, il contient tous les écrans. Donc, dans notre cas, nous n'avons qu'un seul, qui est le fichier home.dat, qui est l'écran principal de l'application. Celui-ci. Nous avons le dossier Services, qui contient le fichier API Service, où est écrit la classe API Service qui contient toutes les méthodes qui nous permettront de faire nos requêtes vers JSON Placeholder. En ce qui concerne le dossier Utils, nous avons le fichier constant où se trouvent tous les éléments que nous pourrons utiliser constamment, comme son nom l'indique. Et enfin, nous avons le fichier main qui est le point de départ de notre application. Comme vous pouvez le voir là, this widget is the root of your application. Je pense que cette façon de structurer le code est plus claire et prête moins à confusion. Même vous, je ne suis pas sûr qu'en écrivant tout partout, vous allez vous en sortir 3 mois plus tard en revenant trouver le même code. Donc, essayez vraiment de respecter une certaine architecture, une certaine structuration de votre code. C'est important pour vous et peut-être pour la personne qui va reprendre le code plus tard. Commençons par le fichier constant. Dans le fichier constant, nous avons une variable qui s'appelle API base URL qui contient un lien. Pourquoi j'appelle cette variable API base URL? Si nous revenons au niveau de notre service et que j'essaye d'ouvrir plusieurs requêtes, vous allez remarquer que sur toutes nos requêtes, il y a une partie qui ne change jamais. Que ce soit même au niveau des albums, il y a toute cette partie qui ne change jamais. Et c'est cette partie qui s'appelle base URL. Raison pour laquelle elle a été déclarée ici. Ça sera toujours la variable qui sera en début de chaque requête
pour ceux qui comprennent un peu comment les API restent fonctionnent. Bien, en ce qui concerne le fichier API Service, j'importe le package HTTP et la classe constante. Ensuite, au niveau du fichier, j'ai une classe qui s'appelle API Service qui contient une méthode qui s'appelle getPost, qui est de type asynchrone, qui contient un try catch pour pouvoir intercepter tout type d'erreur qui peut se produire au niveau de la méthode. J'ai une variable qui s'appelle response et qui attend une réponse de l'API. Donc ici, je vais me retrouver avec l'URL https jsonplaceholder typecode.com/post qui est ceci. Donc imaginez que vous avez plusieurs méthodes ici et il ne serait pas bien réfléchi de déclarer cette variable, d'écrire cette variable complètement en dur. Raison pour laquelle on la met au niveau des constantes et s'il y a un changement au niveau du base URL, vous allez le changer une seule fois. Donc je répète, j'ai une variable qui s'appelle response qui attend une réponse de type get à cette URL et ensuite je récupère le statut code. Si c'est un statut code type 200, ça signifie que ok, la requête s'est bien passée, j'ai reçu mes réponses. Ici, je décode les réponses qui sont envoyées au niveau de la requête et je la stocke au niveau d'une variable JSONResponse et je retourne juste la réponse. En cas d'erreur, c'est-à-dire en cas d'une réponse qui est différente du statut 200, je peux avoir directement ce statut code ici. Et si quelque chose s'est mal passé à ce niveau de la méthode, je peux directement savoir quel type d'erreur j'ai reçu. Ensuite, nous avons l'écran Home, qui est l'écran principal de notre application. J'importe ici le package email que je vais utiliser plus tard. Ensuite, j'importe aussi la classe API Service qui contient nos méthodes qui vont nous permettre d'effectuer nos requêtes avec nos API vers le service JSONPlaceholder. Bon, dans notre cas, nous avons juste une seule requête qui est la méthode getPost. Ensuite, j'ai la classe Home qui hérite de statefulWidget. Dans notre cas, nous utilisons un statefulWidget, mais ce n'était pas nécessaire. Juste avec un stateless widget, ça aurait pu faire l'affaire, vu que dans notre cas, les temps de l'application ne va pas forcément changer avec des inputs, des manipulations du côté utilisateur. Un stateless, j'y arrive. Un stateless widget aurait bien pu faire l'affaire, mais bon, nous avons utilisé un stateful widget, ce n'est pas toujours mal. En bas, j'ai la classe HomeState qui hérite aussi de state, qui est dans notre cas notre classe Home. Ensuite, j'ai une variable qui s'appelle postFuture, qui est de type future. Et ensuite, en bas, j'ai une instance de la classe API Service qui s'appelle API. Et au niveau de l'initialisation de l'écran, c'est-à-dire au tout début, quand notre application est lancée, le premier écran, c'est l'écran. La première méthode qui est appelée, c'est la méthode getPost. Bien. En bas, j'ai mon scaffold, j'ai mon body, je ne vous apprends rien. Dans ce cas-ci, ensuite, j'ai un premier élément enfin qui s'appelle padding. Ça nous permet de ne pas avoir les éléments qui vont toucher les bords de l'écran. Donc, raison pour laquelle j'applique un padding de 8 en haut, en bas et à gauche et à droite. Ensuite, j'ai un feature builder. Je passe mon feature. Au niveau du builder, j'ai mon contexte qui est le contexte de l'écran. J'ai un async snapshot. Et si le snapshot est nul, je retourne une liste. Pourquoi je retourne une liste? C'est parce que je veux simuler justement la liste d'éléments qui est censée venir de l'API en fait. La raison pour laquelle je déclare une liste de ce côté. Je ne déclare pas uniquement un conteneur de ce type, non. Dans notre cas, j'aimerais vraiment qu'à ce niveau, vous essayiez de visualiser
visualiser notre écran. Donc je vais essayer de le relancer là. SR copie. D'accord. Donc je vais essayer de le relancer. D'accord. Ici, j'ai un élément, j'ai une image, j'ai un titre. Et ici, j'ai le corps, le corps de notre article ou bien le corps du message de la personne. Donc c'est un peu cet élément que j'essaye déjà de matérialiser, mais juste avec des boîtes, donc juste avec des conteneurs. Donc dans notre cas ici, nous avons un conteneur qui est comme un carré avec une largeur et une hauteur. Et ici, j'ai cette partie-ci qui est un peu comme une colonne, vu que les éléments sont stack les uns sous les autres. Donc, automatiquement, quand vous voyez ça, vous pensez à quoi? À une row, automatiquement. C'est la raison pour laquelle l'élément enfant qui vient juste après, au niveau de mon Shimei Effect, avec la couleur principale qui est le gris, et la couleur qui va highlight le tout, c'est-à-dire la couleur qui va passer au-dessus du gris, c'est le blanc. J'aime ma row. Donc, je demande à ce que tous mes éléments soient alignés. Donc, le premier élément ici, le carreau-ci, c'est celui-ci. Et le deuxième élément, qui est cette partie-ci, c'est cette colonne. Donc, j'ai mon conteneur qui a une hauteur de 60 et une largeur de 60 et une couleur noire. Entre-temps, j'ai ma colonne qui est séparée par le haut par un sizebox de 10 de hauteur. J'ai un conteneur qui a une longueur de 250, une hauteur de 10 et une couleur blanche. Donc c'est cette partie-ci, c'est le premier élément-ci. Donc une largeur de 250 et une hauteur de 10. Ensuite, je le sépare avec un sizebox de 10 encore, de cet espace-ci. Ensuite encore, j'ai un autre élément qui lui est plus petit que le premier. Donc je quitte de 250 à 190, ainsi de suite. Donc si on descend encore, j'ai un sizebox. Après, j'ai encore un conteneur qui lui, cette fois-ci, a toujours la couleur noire, mais il a une hauteur de 100, une largeur de 100. Sur ce point. Donc, j'ai mon conteneur en résumé et j'ai ma colonne. Et tout ça dans une row. Et je veux que au niveau du main axis alignment, il y a un main axis alignment space between. Enfin, si mon snapshot n'est pas égal à nul, là maintenant, je peux demander toujours une liste, mais cette fois-ci, snapshot.data.length qui sera plutôt le nombre d'éléments qui seront dans la requête qui me sera retournée au niveau de JSON response. C'est ça que je récupère à ce niveau, item count. Ce n'est pas comme celui de la première fois ici où j'ai implicitement précisé le nombre d'éléments de façon explicite s'il vous plaît. Ce n'est pas comme celui-ci où j'ai précisé 20 éléments ici. Le nombre d'éléments sera déterminé en fait par la réponse de la requête. La direction, bon, elle n'était pas nécessaire, ce n'était pas nécessaire de la spécifier par défaut. Je pense que c'est vertical. Ensuite, j'ai mon item builder qui me permet de designer mes éléments. Donc, entre temps, toujours, je veux que mes éléments soient en ligne, donc j'utilise une row, space between, un conteneur. Par défaut, quand l'image n'a pas encore chargé, l'image elle est noire. Je veux une 8 de 90, une hauteur de 90 pour avoir ce carré. Ensuite, comme enfant de mon conteneur, je veux une image.
Et cette fois-ci, j'utilise une network image et cette image vient de Pinterest, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que je vais donner le lien en description. C'est un site où vous pouvez avoir énormément de ressources vidéo et photos, je pense. Oui. Surtout photos, vidéos, je ne sais pas trop, mais pour les photos, vous pouvez trouver des super photos sur ce site. Ensuite, là, je mets un petit espace. J'utilise un espace pour éviter les erreurs liées à la largeur des éléments. Ensuite, très simple, j'ai encore ma colonne pour avoir mes éléments stack les uns sur les autres. Où j'ai mon titre, j'ai un sizebox pour séparer le titre et le body, c'est-à-dire le message. Donc, en gros, c'est un peu ça qui se trouve au niveau de cet écran. Rien d'extraordinaire. Je crois que nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Nous avons fait connaissance avec le package HTTP, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Nous avons découvert et utilisé le service JSON Placeholder qui nous permet de récupérer nos posts grâce à leur API. Autre chose, j'ai conscience que depuis la création de la chaîne, la plupart des vidéos ne sont pas pour des débutants. Quelqu'un qui apprend ne va pas facilement comprendre et vraiment je pense que cette chaîne n'a pas été créée pour ça. Ce n'est pas le but. Le but ici est de partager et d'apprendre aussi avec vous et d'apprendre aussi de vous. Donc, j'ai donc décidé de faire une formation Twitter en partenariat avec la chaîne Bipro. La chaîne Bipro, elle est plus orientée web development, trucs et astuces. C'est une chaîne qui appartient à un grand frère à moi. C'est plus qu'un grand frère, il a vraiment joué un rôle très important à un moment de ma vie de l'apprentissage du code. Donc je vais vous demander d'aller faire un tour sur sa chaîne. Je crois c'est Bipro. Attendez, j'ouvre YouTube là. Voilà. Bipro. Voilà. Donc allez faire un tour sur la chaîne Bipro. Inscrivez-vous, il a vraiment des très bons tutoriels. C'est Bipro Dev, voilà. Donc c'est la chaîne d'un grand frère à moi, il fait vraiment des très bons tutoriels sur le développement web. Donc je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons vous préparer toute une formation sur le développement d'applications mobiles avec le framework Flutter. Nous allons commencer d'abord par le langage et ensuite nous allons évoluer ensemble au fur et à mesure. Donc, sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!